Salut les sorciers, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Science en question. Salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Vous travaillez peut-être dans une industrie considérée à risque, comme l'aérospatiale, la chimie ou encore le nucléaire. Et oui, manipuler des substances radioactives, ce n'est pas sans danger. Alors vous conviendrez qu'il est indispensable de maîtriser ce risque pour éviter les incidents. Bon, jusque-là, je ne vous apprends rien, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas qu'une affaire technique. C'est aussi et avant tout une affaire humaine. Ben oui, car derrière les machines, il y a des femmes et des hommes, avec leurs forces et leurs faiblesses. Mais en cas d'incident, attention à ne pas rejeter trop vite la faute sur un seul individu. Et oui, car bien souvent, derrière les erreurs humaines se cachent des contraintes d'organisation, un management défaillant ou encore des conditions de travail stressantes. Alors quel rôle joue l'humain? Comment mieux prendre en compte cet aspect dans la gestion du risque? Et dans quelle situation l'humain se révèle être un atout? Nos invités du jour travaillent à l'IRSN et ils nous aideront à y voir plus clair. Et c'est pas tout, on reviendra aussi sur l'accident de la navette spatiale Challenger en 1986. Vous allez me dire quel rapport? Eh bien je vous expliquerai ça dans le coup d'œil du jour. Et bah quel teasing! Ne perdons pas une minute de plus, c'est parti! Pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir le responsable du laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales à l'IRSN. Bonjour Alexandre Largier. Bonjour Jean. Bienvenue sur le plateau. Alors, Merci. La recherche en sciences humaines et sociales, c'est très large, très vaste. Pour poser le contexte, est-ce que vous pourriez nous expliquer où commence votre travail et où est-ce qu'il s'arrête ? Oui, alors le laboratoire dont je m'occupe mène des recherches sur la place et le rôle de l'homme au regard des questions de sûreté nucléaire et de radioprotection. Donc on s'intéresse à ce que l'homme fait dans le système et à la manière dont son travail, son activité est organisée. Donc on va s'intéresser à la façon dont il pilote les installations, dont il les entretient, la maintenance, mais aussi on peut aller jusqu'à regarder les opérations de conception et les questions de démantèlement derrière, une fois la centrale ou l'installation mise à l'arrêt. L'enjeu derrière, c'est vraiment assurer la sûreté des installations nucléaires. Tout à fait. Mais aussi la sécurité des employés. Voilà, la sûreté nucléaire d'une part, la radioprotection de l'autre, mais aussi la sécurité des populations avoisinantes. On s'intéresse aussi aux riverains, on s'intéresse aussi aux territoires sur lesquels sont implantées ces installations. D'accord. Alors le laboratoire en sciences humaines et sociales de l'IRSN existe depuis 2012. Tout à fait. En une douzaine d'années, est-ce que vous avez vu une évolution dans l'importance qu'on accorde aux facteurs humains ? Alors oui, oui, tout à fait. Je pense que majoritairement, en interne, cette décennie nous a permis de gagner en légitimité. Et on fait de plus en plus appel à nous pour différents sujets, y compris des sujets un petit peu plus innovants, comme par exemple la place de l'intelligence artificielle dans certaines activités, en médecine, par exemple, en médecine nucléaire. Donc oui, on fait plus souvent appel à nous que par le passé. Alors dans cette émission, on va régulièrement parler de facteurs humains, mais c'est une expression un peu générique, alors on a demandé au public quelle notion il rangeait derrière ça. C'est notre mot mystère. Facteur humain. Qu'est-ce que ça pourrait être l'impact de l'humain dans une situation donnée? L'homme a une action et qu'il y met à la fois ses valeurs, sa force, ses faiblesses et puis son engagement. Je sais pas du tout. Le côté imprévisible du comportement humain. La bienveillance, le côté adapter, c'est adapter sa mentalité aux autres. Voilà. Dans les métiers de la science, avoir un facteur humain, c'est aussi donner de la valeur à des choses, donner de l'éthique aussi à ce qu'on fait. C'est par exemple quand il y a une situation en particulier, il faut prendre en compte l'être humain en question, comment il est, ses réactions, ses valeurs, et en fonction de l'humain qu'on a en face de soi, je pense que ça doit influer du coup sur la situation proprement dit. Ou s'ils tombent malades, ou si une femme tombe enceinte, ou si il y a un imprévu. Quand les gens ils sont contents, donc c'est bon. Quand les gens ils sont pas contents, c'est ça le facteur. Il n'y a pas d'autre chose de facteur humain, il n'y a que ça. Alexandre, il y a quelque chose qui a retenu votre attention ? Oui, au moins deux. Au moins deux. J'ai vu que vous aviez tiqué sur éthique. Oui, parce que facteur humain, j'ai eu l'impression qu'il avait un peu entendu valeur plus que facteur. Je ne sais pas, ça m'a fait sourire. Non, les deux choses que j'ai notées surtout, c'est l'une des personnes parle d'imprévu. Ouais. Et effectivement, le facteur humain, dans pas mal de situations, c'est le facteur imprévisible. La technique, ça se maîtrise. La technique, ça se prévoit, ça s'anticipe. L'humain, souvent, beaucoup moins.
Et d'ailleurs, je pense, moi, que le facteur humain, c'est une façon commode d'éliminer tout ce qui n'est pas technique. On a la technique d'un côté et puis l'humain de l'autre, avec ses dimensions psychologiques, sociales. Voilà. Et l'autre mot que j'ai retenu, c'est variabilité. Je pense que, je ne sais pas si ce mot-là a été prononcé en tant que tel, mais il y a plusieurs intervenants là, plusieurs personnes qui parlent de la psychologie des gens, la façon dont... bref, que les gens sont divers, pluriels, et qu'il faut prendre en compte cette diversité. Et je trouve ça très très juste. Voilà. Ça, c'est quelque chose auquel vous prêtez attention, vous ? Ah oui, c'est très très important. Il faut éviter, à mon sens, toute systématisation dans le traitement et l'approche de l'homme dans le travail, très clairement. Alors, en réalité, on parle plus précisément de facteurs organisationnels et humains. Ça veut dire que ça va au-delà de simplement l'humain ? Oui, alors là aussi, je pense que si c'est une façon des représentants des sciences sociales de prendre un petit peu de hauteur. Et de ne pas systématiquement désigner l'homme dans le système comme éventuellement la source de l'erreur, la source de la défaillance, etc. Et de dire son action s'inscrit dans un cadre organisé, une organisation du travail. Et donc on remonte un petit peu dans les chaînes d'explication des événements, par exemple. Ça veut dire qu'on prend l'humain dans son environnement, on regarde ce qu'il y a autour de lui. Exactement. Et alors, on peut s'intéresser à quoi quand on regarde un peu plus largement, justement ? À l'organisation du travail et à son environnement. C'est-à-dire, en fait, l'individu n'est jamais seul et isolé, il dispose d'outils, de dispositifs techniques, et puis il s'inscrit dans une organisation du travail avec un planning d'intervention, des affectations au sein d'équipes, etc. Donc il faut prendre en compte tout ça, effectivement. Alors, quand on parle de facteur humain, il y a un chiffre qui est souvent cité, et là c'est l'autorité de sûreté nucléaire, donc je cite, qui dit que 80% des incidents dans les installations nucléaires ont au moins un lien avec un facteur humain ou organisationnel. Est-ce que vous pensez qu'on est proche de la réalité ? Alors, non, là, alors, à titre personnel, je pense que c'est une erreur de vue. Voilà. En fait, quand on fait une analyse d'événements, on peut tirer le fil et remonter la chaîne de causalité toujours le plus loin possible, quoi. Et à un moment ou un autre, on va trouver un humain. Et même dans des systèmes purement automatisés, en fait, si on tire le fil de l'analyse d'un événement, d'un accident, à la fin, on peut remonter jusqu'au concepteur. Donc quelque part, l'humain est toujours en cause. Mais ce ne serait pas 80%, ce serait 100% alors ? C'est 100% ou 0 en fait. Ouais. Mais identifier l'humain comme un élément de cause à part, ce n'est pas possible. D'autant que, là aussi c'est ma façon à moi de voir les choses, mais il n'y a pas d'humain sans technique et il n'y a pas de technique sans humain. Donc décorréler les deux me semble être une erreur. Alors, l'industrie du nucléaire fait face à pas mal de défis, je pense notamment au vieillissement des installations, manque de main-d'œuvre, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important de prendre en compte ce facteur humain alors, face à ces problématiques ? Alors, est-ce que c'est encore plus utile aujourd'hui qu'hier ? Probablement pas, je pense que ça l'a toujours été. Maintenant, effectivement, des questions nouvelles se posent. On parle du vieillissement des installations, de la prolongation de vie au-delà de 80, enfin au-delà de 60, 80 ans pour les installations, mais aussi l'irruption dans ces systèmes sociotechniques d'innovations technologiques qui viennent interroger le travail et qui donc posent des questions sur la sûreté de ces installations. Typiquement, ça peut être par exemple mettre un exosquelette. Alors par exemple, tout à fait, des exosquelettes, ça pourrait. L'irruption de l'intelligence artificielle, par exemple en nucléaire médical, pour le diagnostic ou pour le traitement en radiothérapie. Ça peut être aussi les SMR, donc les small modular reactors, les petits réacteurs nucléaires. Qui n'existent pas encore. Qui n'existent pas encore. Bref, on a des innovations technologiques qui posent ou qui reposent de nouvelles questions. Donc des questions anciennes différemment. Mais oui, donc du coup, la place de l'homme dans le système est toujours aussi importante. Enfin, il faut vraiment qu'on y aille, quoi. Okay. Je vous propose qu'on aille voir justement comment vous étudiez l'impact des facteurs organisationnels et humains pour assurer la sûreté des installations nucléaires. Place aux sciences en action avec Lorraine. Eh bien Alexandre, on va s'intéresser de près à votre travail. Et moi j'aimerais déjà comprendre comment on fait quand on est sociologue pour aller étudier ces humains qui travaillent dans une centrale nucléaire. Ça consiste en quoi ?
Alors, juste un mot, sociologue, mais aussi ergonome, psychologue, représentant des sciences de gestion. Le laboratoire est un laboratoire pluridisciplinaire. Les méthodes de travail changent finalement assez peu. Donc ça répondra quand même à la question. Alors, quelles sont-elles ? On commence souvent par une analyse de la littérature. Alors la littérature à la fois scientifique, parce qu'il y a déjà des écrits sur les sujets, pas forcément sur les installations nucléaires, mais sur d'autres installations. Je donnerai des exemples si nécessaire. Les installations dans lesquelles on intervient sont aussi des installations où l'écrit est prolifique. Genre des indications, par exemple, que des employés peuvent voir, des normes, des gammes opératoires, etc. Donc en fait, on a un corpus bibliographique gigantesque. Donc j'ai envie de dire, tout est écrit. Donc on peut au moins commencer par ça. Et puis après, on va sur le terrain, façon ethnologue dans une tribu un petit peu étrange, regarder ce que les gens font. Et après, on les interroge pour mieux comprendre ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Donc vous passez du temps avec eux ? On passe beaucoup de temps, enfin, en tout cas on essaye, avec eux pour mieux comprendre ce qu'ils font. Ce qu'ils font à partir des écrits qui cadrent un petit peu leur activité, mais aussi en décalage avec ces écrits. Ok, très bien. Alors il vous arrive aussi d'aller voir d'autres systèmes socio-techniques, comme on les appelle, qui peuvent être comparables au nucléaire sur certains aspects. Où est-ce qu'on trouve des problématiques similaires ? Dans un certain nombre d'industries dites à risque, comme l'aérien, le ferroviaire, ça peut être aussi le médical dans certains cas, l'industrie chimique ou pétrochimique par exemple. Ok, alors vous personnellement, est-ce que vous êtes allé sur le terrain voir d'autres fonctionnements ? Alors oui, moi à titre personnel, je connais bien le monde ferroviaire, donc j'ai pu aller regarder certaines problématiques similaires à celles qu'on trouve dans le nucléaire, mais dans le monde ferroviaire. C'était quoi par exemple ? Par exemple, le recours à la sous-traitance dans les chantiers de maintenance. C'est-à-dire ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, alors dans le nucléaire, mais dans la plupart des très grandes industries, pour réaliser la maintenance, une très grande partie des opérations sont sous-traitées. On fait appel à de la sous-traitance. Ça génère on va dire une complexité organisationnelle, mais aussi parfois un système relationnel sur le terrain, un peu particulier, puisqu'on a des gens qui interviennent ensemble, côte à côte, mais qui n'appartiennent pas forcément aux mêmes entreprises. Donc on a été regarder ça, par exemple, dans le ferroviaire. Alors on a aussi été regarder dans le nucléaire, mais enfin, pour pas répondre à votre question, dans le ferroviaire, où on a été étudier, par exemple, ce qu'on appelle les RBT ou les RVT, donc c'est les renouvellements ballast-traverse ou les renouvellements voie-traverse. En fait, c'est les gros chantiers de régénération de l'infrastructure ferroviaire, où en fait on a des trains travaux. Donc on change les rails, on change les rails, on change le ballast, on change on peut changer tous les éléments composant l'infrastructure. Et ces chantiers-là sont confiés à des entreprises prestataires. Donc, ce sont des très grosses entreprises. C'est pas le petit prestataire. Il y en a 2 ou 3 en France qui se partagent le marché. Et donc, on a été regarder les relations de sous-traitance entre l'entreprise donneuse d'ordre, la SNCF dans le cas présent, et les entreprises prestataires. Et c'est quoi peut-être les soucis qu'on peut avoir, les zones de frottement ? Alors, le souci en l'espèce, c'est que ce sont des chantiers qui arrivent une fois tous les 10, 15, 20 ans. Donc des chantiers relativement rares. Et pour les acteurs de la SNCF, qui sont des acteurs locaux, dans leur carrière, un chantier de ce type, ils vont le voir une fois, au mieux. Donc du coup, pour la plupart d'entre eux, c'est une découverte. Or, pour les entreprises sous-traitantes, eux, ils font ça toute l'année. Donc en fait, ils ont un degré de maîtrise de leur activité qui est supérieur. Mais le responsable de la sécurité, c'est toujours l'entreprise donneuse d'ordre, donc la SNCF. Mais comment maîtriser la sécurité d'un chantier que l'on ne maîtrise pas bien, puisque c'est la première fois qu'on le voit, et qu'on est face à des sous-traitants qui, eux, sont des experts. Et le maîtrisent très bien. Et pour le dire vite, savent comment rouler sur la ligne blanche. Pourtant, on imagine qu'il y a quand même des réunions en amont, qu'il y a des discussions, que voilà, tout à fait. Ils partagent les informations. Tout à fait. Alors non seulement, ça suffit pas, à tel point que dans le cas dont je parle, la SNCF avait créé, ou a créé d'ailleurs, c'est peut-être encore le cas, une entité dédiée à ce type de chantier, composée d'agents de l'entreprise qui accompagne sur l'ensemble du territoire national les entreprises sous-traitantes. Et donc on a construit au sein de l'entreprise une entité experte capable de discuter
d'égal à égal avec les entreprises sous-traitantes. Et qui C'est un facilite. intermédiaire. Et qui facilite le dialogue entre entreprises prestataires et SNCF. Est-ce qu'on a la même chose dans le nucléaire aujourd'hui? Non, dans le nucléaire, en l'occurrence, je ne connais pas toutes les industries du secteur, mais enfin, EDF n'a pas forcément fait ce choix-là. Mais les chantiers, les gros chantiers type arrêt de tranche, reviennent au moins une fois par an. Donc, Arrêt de tranche, c'est alors les arrêts de tranche, pardon, oui, vous avez raison. C'est l'arrêt du réacteur pour maintenance. Alors il est de plus ou moins longue durée, et donc plus la durée est longue, plus on peut faire d'opérations de maintenance. Et on en profite aussi en général pour changer les barres du combustible usé et repartir pour un tour, quoi. Donc, voilà. Alors vous êtes aussi allé sur le chantier de la RATP quand ils ont construit la ligne 14 du métro. Quand ils l'ont prolongé. Quand ils l'ont prolongé. Oui. Donc vos équipes sont allées sur le terrain. Alors cette fois-ci pour étudier la coactivité, vous m'avez C'est dit. ça. Qu'est-ce que c'est donc que la C'est ça. coactivité? Qu'est-ce que la coactivité? Alors, avant de répondre à qu'est-ce que la coactivité, c'est pourquoi est-ce qu'on a été voir ce chantier-là? Oui. En fait, c'est en prévision de la construction du site de stockage des déchets à vie extrêmement longue qu'on appelle le projet CIGEO. En fait, ce projet, on a un tunnelier qui va creuser des alvéoles dans lesquels on va entreposer des déchets, on va dire hautement toxiques. Mais ces alvéoles de stockage vont cohabiter avec la poursuite du travail du tunnelier. D'accord ? Donc on va avoir une zone chantier, un tunnelier qui creuse, et une zone d'entreposage avec des déchets. Donc deux zones dans lesquelles, à un moment donné, les activités seront relativement différentes. Et à risque. Et à risque, puisque d'un côté, on préférait qu'il n'y ait pas trop de vibrations, pas trop d'activité, que tout soit bien calme, et de l'autre côté, on a un gros tunnelier qui creuse. Donc on se posait les questions de comment ces deux zones, dans des états très différents, vont pouvoir cohabiter. Comment on peut aller regarder ça? Puisque ce chantier-là n'existe pas, il existera plus tard, par définition. Donc du coup, on s'est dit, on va aller regarder la prolongation de la ligne 14, parce que on va se retrouver avec la concomitance de deux états de chantier, enfin de deux états d'installation. D'un côté, on a une zone chantier avec un tunnelier qui creuse pour prolonger la ligne, et de l'autre côté, une zone exploitée avec des métros automatisés ligne 14, mais qui continuent de circuler. Et donc, comment on exploite en même temps qu'on creuse. C'est ça qu'on voulait regarder. Alors du coup, on a aussi été regarder sur la zone chantier les questions de coactivité, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on a des intervenants qui travaillent côte à côte. Et donc, qu'est-ce que le fait de travailler côte à côte à des activités pas forcément conjointes, pas forcément en lien, peut générer comme risque pour les intervenants et plus tard, à terme, pour l'installation elle-même. Et là, en particulier sur le cadre du prolongement de la ligne 14, qu'est-ce que vous regardez sur quels aspects du travail vous pointez votre regard? Alors, on a regardé pas mal de choses sur la ligne 14, je ne vais pas tous les évoquer, je vais juste, citer un exemple. Je crois qu'on a une photo, c'est sur le mur masque. Une des réponses de la RATP pour dire qu'on va bien différencier la zone en exploitation de la zone en état de chantier, c'est de mettre un mur qui va séparer de manière étanche les deux zones. Donc ce mur, au départ, ça peut être une grille avec des portes fermées à clé, etc. Et progressivement, en fait, comme c'est aussi un lieu d'accès sur le chantier, pour faire passer du matériel, pour faire passer des intervenants, etc., en fait, on crée une porte dans la grille. Voire, à un moment, la grille se transforme, comme on peut le voir sur la photo, en toile, en bâche. Et là, c'est pas forcément une entrée officielle, en tout cas. Si, ça peut l'être, mais c'est juste plus du tout hermétique. C'est de moins en moins hermétique. Mais en même temps, il y a des aspects très pragmatiques. C'est qu'il faut que les gens puissent accéder, passer, et voilà. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose que vous pouvez prendre en compte après pour le futur chantier de CIGEO? Eh ben, peut-être. Peut-être. Là, du coup, on verra. Mais les enseignements de cette recherche-là, oui, j'espère, pourront être mobilisés dans le cadre du futur chantier. En tout cas, CIGEO. la coactivité, elle intervient à d'autres moments de la vie du nucléaire. Au sein d'une centrale, c'est. Je parlais des arrêts de tranche, donc des arrêts pour maintenance. Typiquement, là, on a plein de petits chantiers dans l'installation, et donc on a des intervenants qui vont travailler les uns à côté des autres, et donc des situations de coactivité. Ça peut être une source d'accident ou d'incident. C'est arrivé ? C'est arrivé. Par exemple, en fin de période d'arrêt de tranche, on fait ce qu'on appelle des tirs radio, donc c'est comme les radios pour voir les eaux en fait, mais sur les canalisations ou sur les soudures, pour voir si les soudures sont bien faites. Bon, et en fait, pour faire ces tirs radio, on utilise des appareils qui
comme la radiographie, enfin des appareils qui utilisent la radioactivité. Et donc qui sont potentiellement dangereux si on est exposé. Et en fait, quand on fait un tir radio, on balise la zone de manière à ce que personne ne la traverse. Bon, et ben il arrive que dans cette histoire de coactivité, parce que les gens sont pressés, parce que les gens en fin de période d'arrêt, tout le monde est dans le rush. Tout le monde est dans le rush, on est en retard sur un truc, et donc on accélère, on ne fait pas attention, et cette coactivité peut générer effectivement une surirradiation de travailleurs. Alors, on laisse le nucléaire de côté pendant quelques minutes, puisque Marine va nous parler de la navette spatiale Challenger. Alors, quel est le rapport? C'est ce qu'on va découvrir avec son coup d'œil du jour. Alors Alexandre, votre métier à vous, c'est d'analyser l'environnement de travail et de voir si tout se passe bien, entre autres pour éviter qu'on se retrouve avec un accident nucléaire sur les bras, ce dont personne n'a envie évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe dans un environnement à haut risque quand il n'y a pas d'Alexandre pour veiller au grain? Eh bien, il se passe Challenger. Challenger, c'est une navette spatiale lancée par la NASA en 1986 et qui s'est désintégrée en plein ciel 73 secondes seulement après son lancement. Les 7 astronautes à bord sont décédés dans l'accident. Le drame est suivi en direct à la télévision par toute l'Amérique. C'est l'un des accidents les plus tragiques de l'histoire du spatial. Et c'est aussi un gros coup dur pour la NASA qui perd son image de géant infaillible. Après l'incident, le gouvernement lance une enquête pour en identifier les causes. Et le coupable, c'est un joint d'étanchéité qui a rompu à cause du froid. Tout ça à cause d'un joint? C'est pas très solide cette navette, non? Le souci, c'est que ce simple joint défectueux, il a provoqué une réaction en chaîne terrible. Quand il a cédé, il y a eu une fuite de gaz, puis un départ de feu qui a percé le réservoir d'hydrogène de la navette. La navette a pris feu, elle a dévié de sa trajectoire et elle s'est désintégrée. Mais le plus grave, c'est que ce joint, on savait qu'il était défectueux. Les ingénieurs qui l'ont conçu avaient prévenu la NASA que ce modèle n'était pas fait pour résister aux basses températures. Et la veille du lancement, la météo annonçait un froid glacial. Mais malgré les avertissements, les directeurs de vol ont quand même décidé de lancer la navette. Ça paraît insensé, pourquoi ils ont fait ça? Alors, pour faire simple, c'est une question de temps et d'argent. Le lancement de Challenger avait déjà été reporté 7 fois. C'était beaucoup de retard et donc beaucoup d'argent perdu. Donc les directeurs de vol ont pris des risques inconsidérés pour remplir leurs objectifs. En tout cas, ça, c'était l'explication la plus répandue après l'accident. Sauf que 10 ans plus tard, en 1996, une sociologue, Diane Vaughan, publie un livre de plus de 500 pages sur l'accident de Challenger et elle propose une lecture différente des événements. Pour elle, il ne suffit pas de blâmer les mauvaises décisions de quelques personnes, c'est toute la culture de la NASA qui est responsable, ses valeurs, son organisation et plus généralement le contexte international de la course à l'espace. L'originalité de Diane Vaughan, c'est son approche globale de l'accident. Ça ne l'intéresse pas de pointer du doigt telle ou telle personne. Et alors pour elle, qu'est-ce qui a provoqué l'accident? Alors elle avance plusieurs causes. Déjà, il y a une culture de l'exploit à la NASA. La priorité de l'agence spatiale, c'est de dépasser les limites. Donc parfois, la sécurité vient un peu après. Évidemment, cette culture, elle s'inscrit dans un contexte géopolitique. Le but, c'est que les États-Unis soient les leaders mondiaux du spatial. Un autre facteur à prendre en compte, c'est effectivement la question économique. Le budget est limité, le moindre ralentissement coûte cher et donc il faut travailler vite et sous pression. Mais le facteur le plus important dans l'échec du lancement, selon Diane Vaughan, c'est ce qu'elle a nommé la normalisation de la déviance. À cause des contraintes et des sources de pression, le personnel de la NASA a fermé les yeux sur les anomalies techniques qui auraient pris du temps à corriger et c'est arrivé étape par étape. Dans le cas de Challenger, les défauts des joints ont été signalés à plusieurs reprises lors de précédents lancements, mais comme ces lancements se sont déroulés sans accident, la NASA a fini par considérer que c'était un risque acceptable et elle a normalisé le problème jusqu'à ce que la catastrophe se produise. Et cette analyse, elle a eu beaucoup de succès. Oui, elle a eu beaucoup de succès. Le livre a beaucoup fait parler. Le concept de normalisation de la déviance et l'approche de Diane Vaughan en général ont inspiré plein de professionnels de la gestion des risques, que ce soit dans le médical, dans le militaire ou dans le nucléaire. Encore aujourd'hui, sa méthode d'analyse est utilisée pour mieux comprendre les accidents dans les organisations. Par contre, on peut dire que la NASA a mis du temps à comprendre le message, puisqu'en 2003, la navette Columbia a connu le même sort que Challenger, cette fois-ci à cause de mousse isolante défectueuse. On espère que depuis, ils ont compris la leçon. Eh ben, merci Marine. Alexandre, Diane Vaughan, c'est la référence quand on parle de sociologie des organisations? C'est une grande référence. Ouais. C'est pas la seule, mais c'est une très grande référence. C'est quelqu'un qui est très passionnant à lire, qui se lit très bien, et qui, c'est une des premières à faire une étude sociologique d'ampleur, qui justement dépasse le rôle du lampiste pour s'intéresser aux questions organisationnelles, aux questions politiques, et donc qui a une approche finalement globale de l'accident. Et son modèle aujourd'hui, il est toujours pertinent? Ah oui, je pense. Oui, je pense. Et ça fait partie des accidents phares qu'on
qu'on a en référence permanente. Enfin, c'est une de nos grandes références, oui, tout à fait. Merci Alexandre, merci Marine pour ce petit coup d'œil. Une autre partie du travail consiste à mener des expertises et rendre des avis sur des incidents passés. Et dans ce cas, il est essentiel d'analyser l'influence des facteurs organisationnels et humains pour mettre en évidence des failles de sûreté. Découvrons comment fait notre prochain invité. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Olivier Loiseau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors vous êtes chef du service de sûreté des réacteurs à eau sous pression à l'IRSN et avec vos équipes, vous menez des expertises techniques et des analyses sur des incidents qui se sont passés. Ça vous arrive souvent comme ça de recevoir des alertes depuis des centrales ? Ça arrive souvent. L'exploitant EDF déclare environ 700 événements par an. Oui, donc nous, on les traite tous, on les regarde tous, on les suit au fil de l'eau, comme on dit. Donc on se réunit avec notre équipe une fois par semaine pour tous les balayer et peser ceux qui ont le plus d'importance, le plus de conséquences et examiner en profondeur ceux qu'ils méritent et qui permettent de tirer des enseignements. Alors, pour bien comprendre votre mission, on va prendre un exemple. En octobre 2019, un incident s'est produit à la centrale de Golfech, qui est située dans le Tarn-et-Garonne. Est-ce que vous pouvez nous poser un peu le contexte ? Qu'est-ce qui était prévu ce jour-là ? Quelle était la procédure envisagée dans la centrale ? Alors à Golfech, ce jour-là, le 8 octobre 2019, l'exploitant démarre l'arrêt de sa centrale pour recharger le combustible et réaliser des opérations de maintenance. Ça, c'est une procédure qu'on fait régulièrement ? Elle est régulière. Sur un réacteur comme celui de Golfech, c'est une fois tous les 18 mois que la centrale s'arrête pour recharger son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Et il y a une phase qui est assez sensible. Une fois que la réaction au sein du cœur a été ralentie, une opération sensible qui consiste maintenant à vider l'eau du circuit primaire pour aller réaliser certaines opérations, notamment sortir le combustible du cœur. Donc là, l'eau est absolument nécessaire pour refroidir le cœur et l'opération est sensible puisqu'on va faire baisser le niveau d'eau dans le circuit primaire. Et alors, quel est le risque si jamais ça diminue trop ? Alors, si le niveau d'eau diminue trop, il faut voir qu'un réacteur nucléaire, quand il tourne, quand il produit, la puissance qu'il dégage, c'est de l'ordre d'un millier de mégawatts. C'est une puissance colossale, c'est pour ça qu'on utilise la réaction nucléaire d'une manière générale. Là, les barres sont descendues, la réaction est ralentie. Néanmoins, il reste ce qu'on appelle une puissance résiduelle de l'ordre de 10 mégawatts. Avec cette puissance résiduelle, en un quart d'heure, vous mettez toute cette eau à ébullition. Et si vous restez le temps d'une heure, vous avez évaporé une partie de l'eau et vous commencez à découvrir le combustible. Donc je dirais, sans rien faire, en une heure, on a un accident avec fusion du cœur. Donc il faut absolument faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est maîtriser la quantité d'eau et mettre en route le système de refroidissement à l'arrêt. Il y a un système de refroidissement qui est là spécifiquement pour évacuer cette puissance résiduelle. Voilà, donc habituellement tout ça est plutôt bien contrôlé et maîtrisé. Alors, c'est bien contrôlé, c'est bien maîtrisé par les équipes de conduite. C'est ce qu'ils appellent néanmoins un transitoire sensible. C'est une situation où l'installation passe d'un état à un autre, donc la notion de transitoire est sensible parce qu'il faut être attentif à ce qui se passe, parce qu'on est sur un moment critique où il ne faut pas perdre l'eau du réacteur. Et alors, comme si ça ne suffisait pas, le même jour, il y avait un autre événement qui était prévu dans la centrale ? Alors, c'est le propre de ces moments d'arrêt de la centrale. Il y a toujours plusieurs opérations qui sont prévues en même temps. Les personnels qui sont à la conduite ont des transitoires sensibles à gérer et puis d'autres activités qui ont lieu en même temps qui peuvent venir interférer avec ce qu'ils sont en train de faire. La coactivité, finalement. Oui, tout à fait. Une coactivité, exactement. Et donc là, typiquement, c'était Alors, ce jour-là, pour citer un exemple, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de faire baisser le niveau d'eau, on ouvre des vannes vers le bas, et puis vous savez, dans un système fermé, pour que l'eau s'écoule, il faut aussi faire entrer de l'air par le haut. L'équipe de conduite envoie l'un de ses techniciens sur place pour manœuvrer les vannes qui permettent de faire entrer l'air pour permettre à l'eau de s'évacuer. Il faut voir que sur un réacteur, ça a l'air tout simple de manœuvrer des robinets, mais des vannes, il y en a environ 10 000 sur un réacteur comme celui-là. Donc il faut repérer les vannes, il faut ouvrir les bonnes, il faut les mettre dans la bonne position,
C'est vraiment une opération qui demande de l'attention, de la concentration. Les vannes ne sont pas toutes placées au même endroit. Vous avez un plan pour vous repérer. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le technicien responsable de l'opération de lignage, on appelle le lignage le fait de mettre les vannes en configuration qui vont permettre à l'air d'entrer et donc au circuit de se vider. Le technicien réalise son opération. On va dire que ça prend 1 heure. C'est une opération qui est quand même longue. Et puis, il y a 2 autres intervenants qui doivent se rendre dans un local et qui ne connaissent pas très bien l'installation, qui le croisent et qui lui disent nous, on doit se rendre dans tel local. Est-ce que tu peux nous dire où c'est ? Le technicien interrompt son opération de lignage. Il les emmène jusqu'au local. Il revient. Il dit tiens, il regarde sa feuille. Où est-ce que j'en étais ? Ah oui, j'en étais à cette vanne. C'est bon, je l'ai ouverte. Il coche la case je l'ai ouverte. Pas de chance, il ne l'avait pas ouverte. Et alors, ça a conduit jusqu'à où, cette petite erreur d'inattention, finalement ? Alors, la conséquence de ça, c'est qu'au moment d'ouvrir les vannes qui permettent de vider le circuit primaire, l'air n'entrait pas. Et du coup, l'eau est restée dans le circuit. Donc, l'écoulement qui se produisait a mené à une dépressurisation du circuit primaire, c'est-à-dire on faisait le vide d'une certaine manière, l'eau qui s'en va, l'air qui n'entre pas, on crée du vide dans le circuit, donc c'est une situation qui non seulement perturbe les capteurs de mesure du niveau d'eau. Or, pour cette opération, je vous ai dit, la quantité d'eau est quelque chose de sensible, donc avoir une vision claire du niveau d'eau, c'est une information qui est essentielle. Ils ont perdu l'information du niveau d'eau. Et puis aussi, eux, ils croyaient que l'air entrait, donc que le circuit se vidait, avec une mauvaise mesure de niveau d'eau. Donc, où est-ce qu'ils en sont ? L'équipe de conduite devient aveugle et ne voit pas ce qui se passe dans son installation, au moment d'un transitoire sensible. Ouais. Donc, c'était vraiment un concours de plusieurs points défaillants, en fait. Absolument. Alors, pour en arriver là, l'analyse, en fait, a été menée par une douzaine d'enquêteurs de l'IRSN qui ont été mobilisés pendant plus d'1 an. Ils ont travaillé sur un simulateur pour pouvoir reproduire l'événement. C'est le simulateur, on appelle SOFIA, c'est ça ? Effectivement, il y a toute une équipe qui est allée sur place, qui a enquêté pendant une grosse année. Et effectivement, pour comprendre le déroulement de l'opération, ce qui s'est passé sur place, nous, à l'IRSN, on n'exploite pas de réacteur. Néanmoins, on a la volonté de comprendre ce qui a pu se passer, la vitesse à laquelle tout ça s'est passé, la nature des informations qui étaient disponibles, la compréhension de l'équipe et finalement quel était l'état réel du réacteur. Et pour accéder à ça, pour avoir cette information, on utilise effectivement un simulateur qui s'appuie sur des codes de calcul de thermohydraulique, donc qui simule les écoulements, la température, tous les paramètres du circuit d'un réacteur, du fonctionnement d'un réacteur. Et alors pour l'aspect plus humain, vous parliez d'un opérateur qui a été un peu distrait. Ça, comment vous le savez, c'est avec des enquêtes, des interrogatoires, un peu comme Alexandre le fait quand il va sur le terrain ? Alors ça s'est passé effectivement par des échanges, par des entrevues, par une enquête réalisée sur place, par des discussions avec l'équipe de conduite. Il faut voir que cette opération de vidange du circuit primaire est assez longue. Elle dure 10 heures, donc il y a eu 2 équipes impliquées successivement. Donc voilà, du temps à passer pour discuter avec les uns et les autres, comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, l'erreur en tant que telle, c'est-à-dire le loupé, ça a été identifié par EDF eux-mêmes. Ensuite, ce qu'on a cherché, c'est aller plus en profondeur et comprendre les causes dans l'organisation de cette opération qui peuvent être à l'origine. Oui, parce que finalement, on l'a évité, la catastrophe. Au bout d'un moment, l'opérateur a réagi. Comment ça s'est passé, justement, ça ? L'opération s'est poursuivie avec une incompréhension de ce qui se passait. À un moment, ils se sont aperçus que la vanne n'était pas ouverte. Là aussi, il y a eu un geste qui présentait un risque, c'est d'ouvrir la vanne, et l'eau est descendue beaucoup plus vite que prévu. Donc voilà, il y a eu une suite d'opérations quand même assez difficiles à gérer pour l'équipe de conduite, mais encore une fois, c'est l'équipe qui a rattrapé l'événement et qui a fait que l'opération s'est finalement bien déroulée. Le niveau d'eau est resté à un niveau correct. Voilà, ils ont rapidement repris en compte les paramètres dont ils disposaient et fait face à la situation avec leurs compétences d'équipe de conduite. Alexandre, est-ce que ce genre d'incident peut servir de cas de recherche Alors ça pourrait. En tout cas, ça sert d'exemple souvent ou d'illustration. Dans certains cas, quand on étudie un sujet, on va chercher dans les bases de données d'événements des exemples comme ça. Donc oui, ça pourrait. En l'occurrence, là, moi, je trouve qu'il y a un point très intéressant que vient de souligner Olivier, c'est que selon la façon dont on aborde cet événement,
on voit deux façons de concevoir l'homme au travail. C'est-à-dire que si on s'arrête à l'analyse la plus simple, finalement, l'homme est source d'erreur. Il a commis une erreur dans le système. Et donc, on pourrait en conclure qu'il va falloir cadrer encore un petit peu plus son activité, lui mettre des procédures, le surveiller, etc. Mais comme le dit très bien Olivier, c'est aussi l'équipe qui, collectivement, a récupéré la situation. Et donc, c'est une autre façon de voir l'homme dans ces systèmes techniques complexes et dangereux, c'est de les voir comme des facteurs de récupération, des facteurs de fiabilité. Et en fait, évidemment, ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc c'est 100% des erreurs, mais c'est aussi 100% des solutions. Eh bien oui. Olivier, alors quelle leçon a tiré l'exploitant de l'analyse que vous avez rendue ? Plusieurs leçons. Il y a eu des leçons techniques, c'est-à-dire que l'exploitant s'est posé la question, est-ce que je peux encore mieux instrumenter mon installation pour avoir connaissance justement d'une vanne qui aurait été mal ouverte ? Voilà, un capteur qui aurait pu être utilisé, montrant qu'il y avait un débit d'air, avait été un petit peu oublié, donc là il est question de le remettre en place. Ensuite, l'exploitant a pris conscience de la sensibilité du transitoire à conduire et s'est engagé à travailler à la préparation de ces transitoires, encore plus que là, avec leur propre simulateur. Et le dernier point, c'est d'aller rechercher des indicateurs qui leur permettent de détecter beaucoup plus tôt que ce qu'ils n'ont fait, que la situation ne correspond pas à la situation théorique qu'ils ont jouée en exercice ou qu'ils connaissaient précédemment. C'est-à-dire avoir un jeu d'alerte un peu en amont. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut que je repère face au problème comme paramètre au moment de ce transitoire, une pression là, un débit à tel endroit, une courbe. Voilà, ils ont tiré le retour d'expérience de toute l'évidence du circuit primaire pour dire voilà comment se déroule l'opération normalement et fournir ça aux opérateurs pour qu'ils aient beaucoup plus de repères pour constater que le transitoire se déroule normalement dans de bonnes conditions. Et voir si jamais il y a une déviation avec des indicateurs clairs. Très bien, eh bien, merci Olivier. Alors on retourne voir le public. Cette fois, on leur a demandé si on pouvait se passer d'un humain dans une centrale nucléaire. Écoutez leur réponse. Enfin, je pense que l'homme a vraiment une place dans l'industrie nucléaire et c'est pas l'intelligence artificielle ou des seuils, parce qu'à un moment donné, au-delà des seuils, il y a aussi peut-être l'environnement à prendre en compte. Pour moi, c'est hyper important qu'il y ait des humains parce que les machines, elles sont déjà créées par des humains en amont. Donc en fait, s'il y a un truc qu'on n'a pas prévu, la machine ne peut pas le prévoir sorti de nulle part. Mais je pense qu'aussi le personnel a aussi une formation à justement cette gestion de risque. Les spécialistes, ils sont assez rassurants, on va dire. Ils connaissent bien leur métier, ils connaissent bien leurs compétences. Donc on va dire que c'est un facteur de sécurité aussi. Tout peut être détourné dans la technologie, alors que le facteur humain peut être également détourné, mais un peu moins. Je pense qu'on est un peu mal informé sur ce sujet-là, ou alors on a des gros préjugés, etc. Genre les machines remplacent les humains ou des petits trucs comme ça. Je pense que c'est pas forcément négatif. Après, tout dépend de comment est-ce qu'on l'utilise. On va être obligé quand même d'avoir un superviseur humain pour pouvoir s'assurer que tout fonctionne correctement. Quand il y a beaucoup de risques, surtout dans le nucléaire, je me dis qu'ils sont jamais assez protégés. Et donc, peut-être que là, on peut mettre l'artificiel là-dedans pour protéger l'humain. Alexandre, Olivier, est-ce qu'il y a des propos en particulier sur lesquels vous voulez rebondir tout de suite ? Alors moi je suis d'accord. J'ai entendu que l'humain pouvait être un facteur de sécurité dans l'installation. Donc l'incident dont on a parlé à Golfech le montre bien. Et effectivement, il y a un autre intervenant, une autre personne que vous avez interviewée qui dit qu'elle n'est pas convaincue qu'on va pouvoir remplacer l'homme par la machine. J'en suis pas convaincu non plus. Il y a un grand nombre d'opérations dans les installations qui sont des opérations de maintenance où tout ne peut pas être écrit. Tout ne peut pas être décrit. Et en fait, ce qui fait la richesse de cette opération et la qualité de cette opération, c'est le savoir-faire de celui qui intervient, c'est la qualité de son geste. Et ça sera très difficile à faire par une machine. D'accord. Si je peux rebondir aussi, sûr. il y a une intervenante à un moment qui dit de toute façon les machines elles ont été conçues aussi par des humains. Donc en fait le fantasme du tout automatique, du tout automatisé, c'est un fantasme. Au minimum l'homme est présent dans les phases de conception, mais dans ces systèmes entièrement automatisés, lorsqu'ils fonctionnent, l'entretien,
la maintenance va être aussi, jusqu'à preuve du contraire, réalisée par des êtres humains. Donc en fait, l'homme garde une place dans le système. Et quand on regarde par exemple la façon dont a été organisé le travail dans les lignes automatisées du métro, on peut reprendre la ligne 14, mais les premiers travaux c'était sur la ligne Météore de mémoire, en fait ce qu'on voit c'est que certes le conducteur disparaît, mais si le métier de conducteur disparaît sur cette ligne-là, on a un autre métier qui apparaît qui va être le métier de superviseur. Donc en fait ce sont d'autres activités, d'autres compétences, d'autres savoirs, mais l'homme ne disparaît pas du système, en tout cas pas encore. Mais il y a en tout cas des opérations qui aujourd'hui sont automatisées, en tout cas où l'aide d'un robot ou de l'IA existe dans des centrales nucléaires. Dans le démantèlement, on utilise des robots, par exemple, mais il faut les piloter, le robot. Mais c'est de la téléopération, c'est de la ça téléopération pour le moment, voilà. Et l'intelligence artificielle, ça dépend ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça dépend ce qu'on veut en faire, etc. Mais pour le moment, c'est surtout un outil. Et c'est un outil au service d'hommes qu'on espère suffisamment experts dans l'usage de cet outil un petit peu complexe. Mais c'est une question de compétence plus que d'absence ou de présence en fait. Et alors vous avez vous-même parlé de compétences, Alexandre, et il y a des gens dans le micro-trottoir qui ont fait référence à la question de la formation, la question d'être expert. J'imagine que c'est aussi un point important que vous regardez. Est-ce que les gens sont bien formés? Est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires pour faire le travail qu'on leur demande? Oui, ce point-là il est même crucial à mes yeux. J'évoquais tout à l'heure les deux façons de voir l'homme dans le système. L'homme source d'erreur qu'on va essayer de cadrer, à qui on va donner des procédures strictes à suivre. Finalement, on va lui apprendre à lire une procédure et à l'exécuter. À partir du moment où on considère que l'homme est un facteur de récupération, est un élément de fiabilité du système, est capable de gérer des aléas, des imprévus, en fait, on va se reposer plus sur ses capacités d'adaptation, sur donc ses compétences. Et donc là, ça devient absolument fondamental. Et comme l'homme dans le système, c'est un peu les deux, on a besoin de le former. Et on a besoin que ces formations soient mises en œuvre, en application, pour qu'il développe des compétences. Oui, c'est fondamental. Ça l'est d'autant plus, je pense, en tout cas dans la conception qu'on a de l'homme dans le système, depuis l'accident de Fukushima. Où en fait, l'accident de Fukushima, alors évidemment, c'était pas la première fois, mais ça nous a fait toucher du doigt le fait que tout n'est pas anticipable. Et donc, il y a des situations qui vont être hors normes, et on compte bien sur les gens qui seront présents pour les gérer. Et du coup, les compétences des individus deviennent absolument cruciales, fondamentales. Côté recherche, on lance là une recherche en partenariat avec un autre industriel qu'EDF, mais qui se pose à peu près les mêmes questions, sur la professionnalisation en sûreté, et donc sur la façon dont les gens acquièrent les connaissances et transforment ces connaissances en compétences sur le terrain relatives à la sûreté. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir à la fois le dispositif de formation tel qu'il a été pensé par les directions ressources humaines en particulier, et ce que les gens font de ces formations, et ils transforment les acquis des formations en compétences sur le terrain. En tout cas, vous faites tous les deux des métiers passionnants, et comme d'habitude dans cette émission, Marine va nous retracer votre parcours. C'est la séquence en coulisses. Alors Alexandre, Olivier, vous êtes les mieux placés pour parler de vos parcours, mais ici on aime bien les défis, alors je vais vous demander de le faire en 30 secondes seulement. Alexandre, c'est vous qui passez le premier. Dès que vous êtes prêt, on lance le chrono. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, bien sûr. Allez, top chrono. Donc moi j'ai fait un bac scientifique il y a très longtemps. Après je suis allé à l'université Paris-Dauphine faire de l'économie et de la gestion, où je me suis un petit peu ennuyé. Voilà. Mais j'ai eu la chance de découvrir la sociologie parce que c'était une option à l'époque. Et donc j'ai pu poursuivre des études de sociologie à l'université Paris-Dauphine où j'ai fait ma thèse. Thèse hébergée à France Télécom en termes de terrain. Et puis après cette thèse, je suis rentré une première fois à l'IRSN et c'est trop court. Puis une seconde fois où vous êtes... Et puis je suis parti un petit peu à la SNCF, quasiment une dizaine d'années. Je suis revenu après au laboratoire de recherche dont je m'occupe aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. On va manquer 5 secondes, ça va. Olivier, on enchaîne tout de suite avec vous. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, 30 secondes. Alors c'est parti. Donc je vais partir de moins loin. J'étais à l'école normale, donc moi j'avais un parcours qui me destinait à être enseignant. Donc j'ai passé l'agrégation, je suis agrégé de mécanique. Ensuite, j'ai un peu goûté à la recherche avec une thèse de doctorat dans le domaine de la mécanique, Computational Mechanics. Et ensuite, j'ai plutôt eu envie d'aller vers les applications.
me disant qu'avant d'enseigner, il vaudrait peut-être mieux voir ce qu'était la réalité de la conception du métier de mécanicien. Donc, allez, allons dans l'industrie, allons voir comment ça se passe. Et c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière. Et que j'y suis resté parce que j'ai trouvé ça passionnant. Voilà. Merci Olivier, bravo à tous les deux. C'est pas fini, vous avez encore plein de choses à nous dire. Par exemple, Alexandre, vous le disiez, avant de découvrir les joies de la sociologie, vous avez passé donc 4 ans en économie et gestion. C'est un cursus qui ne vous convenait pas trop. Pour vous, ces 4 ans, c'est du temps perdu. Vous avez quand même tiré des enseignements cette période-là? Oui, alors non, je ne pourrais pas dire que c'est du temps perdu. Après, c'est un peu d'ennui, mais s'ennuyer pendant ses études, je pense que c'est aussi courant. On n'aime pas toujours toutes les matières, de toute façon, même quand on a le cursus rêvé. Et on apprend des choses quand même? Et on apprend des choses, et puis on en découvre d'autres. Moi, la sociologie, par exemple, je ne connaissais pas avant de prendre ça comme option. Et voilà, ça m'a permis de découvrir une matière, une discipline. Ça m'a aussi permis de rencontrer des gens et de rencontrer la personne qui, après, est devenue mon directeur de thèse. Qui est une rencontre particulièrement marquante dans mon parcours, mon parcours professionnel. Donc une bonne partie de positif quand même. Oui. Et donc vous avez pu passer directement en 5e année de sociologie, donc sans refaire 4 ans de sociologie pour attraper. Comment vous avez bifurqué? Il y a une passerelle qui existe? Alors il existait à Dauphine à l'époque un DEA, donc un master de recherche, je pense, aujourd'hui, à forte consonance de sociologie, mais qui s'intéressait plutôt à la sociologie de l'entreprise, sociologie des organisations. Donc c'était un type de sociologie un petit peu particulier, qui recrutait très majoritairement des gens qui n'avaient pas fait de sociologie. Voilà. Donc ça tombait bien, puisque c'était mon cas. Je suis ce qu'on appelle un converti. Et en fait, c'est le cas de beaucoup de chercheurs en sociologie. On a beaucoup de chercheurs qui n'ont pas fait d'études de sociologie dans un cursus classique, mais qui ont découvert la sociologie à l'occasion d'une bifurcation choisie ou, comme moi, d'une découverte un peu fortuite de la discipline. C'est courant comme situation? C'est relativement courant. Dans votre carrière, vous avez été sociologue dans les télécommunications, dans le ferroviaire, dans le nucléaire aussi, des secteurs qui sont très différents. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez dû réapprendre tout le vocabulaire technique, vous adapter au fonctionnement de l'entreprise? Alors ça, il y a un coup d'entrée dans ces univers techniques, forcément. Des univers très codifiés, qui ont un langage propre, qui ont des organisations particulières aussi. Mais en même temps, ça fait partie du plaisir. Vous apprenez plein de choses. On apprend plein de choses, et puis chacun de ces univers est absolument passionnant. J'ai donc passé 8 ans à la SNCF, je n'ai pas fait le tour de l'entreprise, loin s'en faut. J'ai travaillé j'ai fait des études dans la branche infrastructure, donc j'en parlais, j'ai travaillé un petit peu avec les agents de conduite, j'ai travaillé un petit peu avec les contrôleurs, mais il y a des services ou des métiers que je n'ai encore, que je n'ai jamais vus, que je ne verrai jamais, donc c'est un champ des possibles fantastique. En tout cas, dans votre métier, vous êtes amené à observer les employés en train de travailler, peu importe le secteur. Et là, on n'est pas sur des souris de laboratoire ou des cellules, c'est des êtres humains. Donc ça vous arrive d'avoir un peu des réticences, des gens qui vous trouvent un peu intrusifs dans leur espace de travail? Alors, c'est tout à fait possible. Normalement, on s'assure toujours de la bonne volonté, du volontariat des personnes qu'on rencontre. Là, en l'occurrence, vous n'imposez pas quelque chose? Non, on n'impose pas. On présente nos travaux, on présente ce qu'on va faire, comment on va s'y prendre. On donne toujours la possibilité aux personnes qu'on observe ou avec qui on s'entretient d'interrompre la séquence, si à un moment ça les perturbe, et on leur dit bien que ça marche dans les deux sens, parce que la perturbation, elle peut venir aussi de notre côté. Il y a des entretiens parfois qui sont un petit peu difficiles, parce qu'on nous sert de la langue de bois ou parce qu'on nous sert un discours déplaisant. Voilà. Et donc en fait, cette possibilité d'interrompre la séquence des deux côtés est très rassurante en fait. Tout le monde est rassuré. Voilà, tout le monde est rassuré. Et puis on assure la confidentialité des propos tenus, on anonymise nos sources, et on fait en sorte que jamais des propos tenus puissent être préjudiciables aux personnes rencontrées. Vous, Olivier, vous êtes chef de service, vous gérez, je résume, une 50aine d'ingénieurs, et évidemment, vous n'êtes pas spécialiste des domaines des 50 ingénieurs. Alors comment vous faites pour interagir avec eux sur les aspects techniques? J'imagine que vous aussi, vous devez apprendre pas mal de choses.
Alors effectivement, moi j'apprends beaucoup de mon équipe. La compétence, c'est une compétence qui est collective, donc elle est majoritairement détenue par les ingénieurs de mon équipe. Comment je fais ? Je pose beaucoup de questions. Je pense que je suis bon pour poser des questions, pour challenger un peu leur analyse, pour les pousser un peu dans leur retranchement, puisque derrière, c'est ce qu'il va falloir faire. C'est-à-dire quand ils vont se retrouver à faire des propositions, des recommandations pour l'autorité de sûreté ou face à l'exploitant, il faut que ces recommandations elles soient solides, qu'elles soient partagées, qu'on soit d'accord que c'est une voie d'optimisation qui est possible, qui est souhaitable. Donc ça passe beaucoup par l'échange, ça passe beaucoup par l'échange technique. Moi, je suis là pour essayer de comprendre. Effectivement, si j'arrive à comprendre, derrière, ça peut être l'objet d'une discussion avec l'exploitant, avec l'autorité de sûreté. Donc voilà comment je m'y prends. Par des échanges, il y a beaucoup d'échanges au quotidien dans un travail collectif qui est le nôtre. Et puis vous étiez chercheur en mécanique aussi avant, donc j'imagine que vous avez quand même de bonnes bases pour interagir avec l'équipe. D'ailleurs, vous aviez plutôt un profil de chercheur à l'origine et vous auriez pu devenir enseignant, vous tournez vers l'enseignement. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été le cas ? Voilà, le cursus à l'École normale supérieure de Cachan, c'était effectivement pour devenir enseignant-chercheur. La vocation, c'était ça. Et effectivement, ce qui fait que je ne me suis pas lancé là-dedans, c'est-à-dire que à 22 ans, quand j'obtiens mes diplômes, j'ai une vision théorique finalement de la mécanique et de la conception mécanique. Je ne me vois pas enseigner ça sans l'avoir exercé moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai voulu avoir cette expérience. Et le piège dans le domaine du nucléaire, c'est-à-dire que c'est un espace infini de connaissances à acquérir. Donc je suis tombé dedans et je ne suis pas encore revenu pour aller enseigner ce que j'ai appris. J'ai encore à apprendre. Mais vous ne l'excluez pas peut-être un jour d'aller enseigner aux nouvelles générations C'est absolument pas exclu, tout est possible. Mais pour l'instant, moi, j'ai encore à apprendre, donc je continue d'apprendre. Et pour finir, si vous aviez un petit message à donner aux jeunes qui nous regardent et qui ne savent pas encore quoi faire ou qui hésitent sur leur parcours, qu'est-ce que vous leur diriez ? Moi, je leur dirais de ne pas hésiter. Je pense qu'on ne peut pas se tromper. Ça a été mon cas. J'ai pris des opportunités pour vivre des expériences et quand on vit une expérience, si on a un peu le regard là-dessus, elle peut être bonne. J'ai envie de continuer, et bien tant mieux, ou elle peut être mauvaise et ça m'apprend quelque chose. Ça m'apprend que j'ai pas envie de faire ça ou que j'ai pas envie de le faire tout de suite. Qu'est-ce qui me manque ? Donc ça a été mon cas. Avec ça ? Alors oui, je suis d'accord, mais je dirais quand même que si on peut se tromper, mais surtout que c'est pas grave, en fait. Donc allez-y, soyez curieux. Et de toute façon, des bifurcations, elles sont toujours possibles. De toute façon, on a bien vu qu'on apprenait des erreurs. C'est ça, un peu le thème. Tous les jours. Bon alors comme toujours dans cette émission, on demande à nos invités de nous partager des recommandations culturelles et cette fois vous allez nous faire découvrir l'univers du nucléaire à travers le dessin, c'est la reco des invités. Alors Alexandre, vous avez souhaité nous parler d'une BD en particulier. Voilà, est-ce que vous pouvez la montrer à la caméra ? Donc la BD c'est Radium Girls. Exactement. De la dessinatrice Sai, je ne sais pas exactement comment on dit. Moi non plus. Voilà. Ça doit être Sai, peut-être, non aux éditions Glénat. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors pour deux raisons. La première, elle est vraiment purement esthétique, c'est que j'ai trouvé que l'histoire et le dessin est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup ces dessins-là. Dessin pastel, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Et ensuite, je trouve que ça raconte une histoire passionnante, très intéressante, que je ne vais pas dévoiler. Mais, si vous pouvez nous faire le speech. Le pitch très rapidement, oui, c'est l'histoire de ces ouvrières qui utilisaient le radium, donc un produit radioactif, pour peindre les aiguilles de montre, et qui, à l'époque, pour lisser le pinceau, léchaient la pointe du pinceau et donc se déposait du radium et l'ingérait. Et donc c'est l'histoire... Pardon ? Avec les conséquences qu'on imagine. Elles ont été contaminées et pour la plupart, si ce n'est toutes, elles sont mortes de cancer. Et ça raconte l'histoire de leur lutte aussi pour faire reconnaître ce cancer professionnel en fait. Voilà. Mais surtout ce que j'ai moi trouvé super intéressant, c'est à travers ce livre, on touche du doigt le fait qu'un risque n'est pas un risque tant qu'il n'est pas posé sur la place publique en tant que tel. C'est la même question avec l'amiante, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu des problèmes
avérés, dénoncés et posés sur la place publique liés à l'amiante, l'amiante, ce n'est pas un risque. En fait, le risque n'existe pas de manière ex nihilo, quoi. Enfin, le risque, il est contextualisé et le risque, il est socialement construit. Et ça, je trouve ça passionnant. Super. Alors on reste dans l'univers de la bande dessinée, mais la BD japonaise, vous voulez nous parler d'un manga, Olivier? Oui, absolument. C'est ce manga. Au cœur de Fukushima. Au cœur de Fukushima. Journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F. Et alors ça raconte quoi en quelques mots? Alors en quelques mots, ça raconte le travail d'un technicien de la société TEPCO après la catastrophe de Fukushima. Là, le tsunami est passé, l'accident a eu lieu avec les conséquences qu'on connaît, et il reste du travail, il reste à aller dans l'installation, il reste à récupérer ce qui est récupérable, il reste à préparer l'installation pour son démantèlement. Il y a beaucoup de radiation, il y a beaucoup de contraintes pour ce travail. Et ce qui est extraordinaire avec ce livre, c'est qu'il a été dessiné, écrit par un vrai technicien qui est intervenu, c'est-à-dire il a travaillé pendant un an après la catastrophe, et ensuite il a un talent de dessinateur, d'auteur de manga, et il a écrit ce manga qui est autobiographique, c'est son expérience. C'est presque un journal intime. Exactement, c'est son journal, et ça donne à voir de l'intérieur, par quelqu'un qui l'a vécu, ce que c'est que de travailler dans cet environnement à risque, dans lequel on ne souhaite pas nécessairement travailler. Ça montre son courage, son abnégation, et aussi toutes les qualités techniques qu'il faut avoir, et toutes les qualités humaines qu'il faut avoir pour réaliser ce métier. Si je peux rajouter un truc, parce que Olivier me l'a fait lire, je l'ai découvert grâce à lui, et c'est vraiment un super manga, avec une vraie dimension ethnographique. Voilà, passionnant. Voilà. Bon, vous nous avez donné envie, je pense que vous nous avez convaincus. Merci à tous les deux pour ces recommandations, merci aussi pour vos explications. Science en question, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes scientifiques. Merci à vous d'avoir regardé, à très bientôt.